Bonjour à toi, cher Dapper, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Donc oui, ce fut un peu long, mais ça y est, je suis installé, le déménagement est fait, on a monté quasiment tous les meubles, bien sûr on a des problèmes de livraison, on n'a pas encore tout fini, mais le plus gros est fait et donc je peux enfin prendre un peu de temps pour revenir avec une vidéo. Pas celle que tu crois, ce n'est pas celle d'E.T, mais c'est bien une vidéo sur un classement, parce qu'a priori, vous adorez les classements, la vidéo de Mission Impossible et celle des saisons de Buffy cartonnent. Donc du coup, j'ai décidé de revenir avec un classement d'une saga que je me suis faite pendant mon arrêt de travail, parce que j'ai attrapé la grippe il y a quelques temps. Je me suis refait la saga Destination Finale. Donc, qu'ai-je pensé de cette saga et quel est mon classement des 5 épisodes? On en parle tout de suite, donc ne zappe pas. La saga Destination Finale donc, comprend 5 films. J'ai décidé de me faire un petit marathon sur 3 jours. Donc le lundi j'ai regardé le 1 et le 2, le mardi le 3 et le 4, et j'ai fini mercredi avec le 5. Dans l'ensemble, c'est une saga que j'appréciais beaucoup quand j'étais plus jeune. Alors jeune toujours, je trouve que c'est vraiment des films sympathiques à regarder un soir, si on veut pas se prendre la tête. Et puis voilà, c'est des moments un petit peu sadiques du cinéma, un petit peu à l'assaut. Et donc du coup, je trouve que ça fait le job. Après, pour moi, ce ne sont pas forcément des grands films dans le sens où je trouve qu'il manque une mythologie claire autour. Parce que clairement, en fait, on a des personnages qui sont pas forcément très attachants, dont le seul plaisir qu'on a, en fait, c'est de les voir mourir, savoir qui sera le prochain et comment il va claquer. L'intro est toujours, bien sûr, un plus dans ce genre de film. Et après, par contre, le problème, c'est qu'à chaque film, il y a des nouvelles règles qui s'ajoutent et qu'il n'y a pas vraiment, je trouve, une mythologie cohérente. Et je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir cet aspect-là. Parce que c'est vrai que quand on sort des morts, après tout le reste, du fait que les personnages ne soient pas forcément très bien écrits et très bien développés, du coup le reste ça reste assez médiocre. Et si on avait une mythologie à laquelle s'attacher, des règles simples et des règles surtout qui soient respectées d'un volet à l'autre, je trouve que ça serait un grand plus pour la saga. Donc la saga va connaître un 6e film. Je sais plus si c'est un reboot ou pas, mais ça serait bien en effet que je suis plutôt contre les reboots et les remakes d'habitude, mais là je trouve que ça pourrait être bien, parce que cette saga au final avec ces 5 films elle est conclue, puisque le 5 boucle la boucle et nous ramène 1, elle est conclue. Bon, pour moi elle est loin d'être parfaite à cause de sa mythologie, mais j'aimerais bien justement que ce volet 6 soit un reboot et qui pose des choses claires, avec des personnages pourquoi pas qu'on retrouverait d'un volet à l'autre, une transmission d'informations au fur et à mesure des épisodes, et je trouve que ça pourrait être très intéressant à suivre sur une trilogie, ou pourquoi pas 5 films encore une fois, s'il y a des choses à lire et s'il y a toujours une sorte de créativité aussi au niveau des morts, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est aussi le sel des destinations finales. Donc voilà ce que je pense globalement, en tout cas de la saga. Maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le classement, et en 5e position, celui que j'ai le moins aimé, et il s'agit de Destination Finale 1, qui date des années 2000 et qui a été réalisé par James Wong. La scène d'intro, bien entendu, c'est le fameux crash d'avion. Personnellement, j'aime moins ce film parce que on a une scène d'intro plutôt basique. Le crash d'avion, je trouve pas très sensationnel. On pose les débuts d'une mythologie et je trouve qu'au niveau des morts, en fait, c'est pas très innovant. C'est encore paresseux et on sait pas. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire, parce que je trouve que dans les premiers épisodes, justement, la mort est assez personnifiée et ça se voit notamment lors de la mort de Todd dans sa baignoire où il finit pendu avec un filet à linge qui était accroché au-dessus de la baignoire. On voit avant sa mort en fait que l'eau se déplace comme si, mais elle se déplace pas au hasard en fait, elle coule pas, on a vraiment l'impression que ces déplacements sont calculés, et donc du coup que la mort est vraiment personnifiée, qu'elle est vraiment là et qu'elle se matérialise en diverses choses, et donc là de l'eau. Et du coup, excusez-moi, je tousse encore, c'est nerveux de la grippe, et je pense que je suis de l'asthme en plus puisque j'ai un traitement, donc m'en voulez pas si je tousse. Et du coup je trouve qu'on a perdu ça au fur et à mesure du temps, que la mort s'est un petit peu dépersonnifiée, parce qu'on la voit, on voit des ombres, on voit des trucs dans les premiers films, et j'ai l'impression que ça disparaît un petit peu quand même au fur et à mesure de la saga.
Et après, du coup, je trouve que bon, non seulement les personnages font des archétypes qui sont pas du tout attachants, les morts sont assez paresseuses. Pour moi, je retiendrai la mort de Todd dans sa baignoire dont je te parlais à l'instant, et la mort de Madame Luton, qui je trouve est plutôt bien menée parce qu'elle prend le temps. On voit en fait le court-circuit avec la tasse qui a fuité, qui a fait tomber de l'eau. On voit après le torchon posé sur le couteau. Enfin, tous ces éléments qui vont s'enchaîner et qui vont faire qu'au bout d'un moment, Madame Luton va se faire tuer. Du coup, je trouve que c'est bien parce que là où Destination Finale est plus fort, c'est quand il prend le temps d'exécuter ses personnages. Et malheureusement, on a des moments comme ça dans la saga où les personnages ont pris le temps d'être exécutés, on sent la tension monter, donc c'est un vrai plus. Et malheureusement, des fois, il y a des morts un petit peu rapides qui sont là, qui sont très vite évacuées. Donc du coup, je trouve que ça accentue le côté chair à canon des personnages qui sont déjà pas développés. Donc en plus, si on leur offre pas des morts marquantes, je trouve que c'est assez paresseux. Donc c'est pour ça que moi, le Destination Finale 1, il reste relativement faible, peu de morts marquantes, un film qui essaye de poser des bases, mais des bases qui ne seront pas non plus forcément respectées dans les volets qui suivent. Voilà, donc là la règle c'est la mort revient te chercher dans l'ordre chronologique dans lequel tu aurais dû mourir, c'est-à-dire que dans le crash d'avion, la première personne qui est morte, c'est aussi, qui devait mourir, qui a échappé à la mort, c'est la première personne que la mort est venue chercher. Donc elle suit en fait l'ordre chronologique dans lequel les passagers auraient dû mourir, et du coup, a priori, si tu parviens à déjouer la mort, elle passe ton tour et passe au suivant, jusqu'à temps que tout le monde soit mort et ça revient à toi. Donc en plus je trouve un peu cette règle un peu con, parce que du coup, tu fais juste que retarder l'échéance. Donc je crois qu'elle a été abandonnée cette règle après dans la suite des films, et je trouve que c'était pas plus mal parce que je trouve ça un petit peu débile, parce que du coup ça enlève tout l'intérêt de la survie. Tu te dis, bah, ça sert à rien de survivre, de toute manière il passera. Donc voilà, je trouve que ce Destination Finale 1 est plutôt faible, et puis de toute manière, a priori, Alex n'avait pas déjoué la mort, il pensait qu'il avait passé son tour et ce n'était pas le cas. Donc en plus, on a des pistes comme ça, on ne sait pas trop si les règles qui sont posées sont vraies ou pas. Donc je trouve que ça donne un truc assez brouillon et que ça serait bien en fait d'avoir des règles claires et qu'on puisse appliquer à chaque numéro. Donc 5e position, Destination Finale 1 et de très loin. Pour moi, après tous les destinations finales sont bons, je dirais que celui-là c'est un petit 12 sur 20, quoi. C'est pas catastrophique. En 4e position, nous allons parler de Destination Finale 2, qui date de 2003 et qui a été réalisé par David Richard Ellis, donc là c'est un nouveau réalisateur, et donc bien sûr il y a le fameux accident de la route. Alors fameux accident de la route qui m'a traumatisé. Maintenant quand je vois des rondins de bois, je pense toujours à ce film et j'ai toujours peur que les rondins de bois tombent du véhicule et créent un accident. Donc c'est vrai que c'est pour moi une scène beaucoup plus marquante que celle du crash d'avion, c'est pour ça qu'il monte aussi haut. Après, donc là on a une nouvelle règle, c'est la mort tue dans l'ordre inverse où les personnages étaient censés mourir. C'est-à-dire que dans le 1, ça suivait l'ordre chronologique dans lequel les personnages étaient censés mourir. Là on commence par le dernier, on remonte. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais au niveau de cohésion. C'est dommage que la mythologie ne reste pas la même d'un épisode à un autre. Au niveau des morts marquantes, je trouve que là c'est pareil. On a des personnages un peu moins agaçants, je trouve, que dans le premier volet. Mais après, au niveau des morts, ça reste encore assez paresseux. Il y a la mort de Tim et des pigeons, que je trouve qu'elle est plutôt réussie, avec tout ce qui est dans le cabinet dentaire, le jouet qui tombe dans sa bouche, parce que là, justement, encore, ça prend le temps de distiller l'ambiance. La mort de Kat, alors la mort de Kat fait plutôt partie des autres morts un petit peu expédiées. Donc on la trouve dans sa voiture et l'airbag se déclenche et elle s'empale la tête contre une barre métallique qui était dans la têtière de la voiture. Donc j'ai trouvé ça plutôt mal. Après, ce que je trouve surtout intéressant dans cette mort, c'est qu'elle est rattachée en fait à celle de Rory, puisque la mort de Kat en fait va faire qu'elle va lâcher sa cigarette dehors, qu'il va y avoir une explosion qui va provoquer la mort de Rory. Donc je trouve que c'est bien aussi de s'être servi d'une mort pour en créer une autre. Et du coup en même temps, c'est vrai que ça permet au réal de pas trop se prendre la tête et d'en tuer deux assez rapidement. Donc pareil, malheureusement ça accentue aussi le côté chair à canon. Et pour moi, la mort la mieux en fait de ce volet 2, c'est la mort d'Evan avec l'échelle de secours. Parce que là c'est pareil, il y a une vraie tension, il se coince la main avec sa montre, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on se demande comment il va s'en sortir. En fait, c'est un tout petit détail du début qui va causer sa perte. Donc je trouve ça plutôt intéressant. La mort de Nora dans l'ascenseur, oui, bon, voilà, l'ascenseur c'est un coup classique. Je crois qu'il y a d'autres films où il y a des morts comme ça des gens qui se coincent la tête et qui finissent par périr là-dedans. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de spécial.
Donc Destination Finale 2, voilà, c'est vrai que entre les morts, en fait, je trouve que c'est plutôt long. Donc, je le redis, une mythologie développée serait beaucoup plus intéressante. En troisième position, nous allons parler de Destination Finale 4, qui date de 2009 et qui a été toujours produit par David Richard Ellis, donc celui qui a fait Destination Finale 2, et c'est avec le fameux accident de course auto. Donc avec les jeunes qui sont cette fois dans les gradins, et puis il y a un accident durant la course, et du coup il va y avoir pas mal de choses, parce qu'en plus l'endroit dans lequel se déroule la course n'est pas du tout sécure, est plutôt vieux, et du coup tous vont périr. Sauf ceux qui vont avoir la vision et qui vont sortir. Du coup, la nouvelle règle ici, c'est on peut avoir des visions de chaque mort. Donc, c'est-à-dire que le protagoniste voit des éléments, en fait, et donc il peut essayer de deviner qui va être le prochain et comment la personne va mourir. Bon, alors voilà, les visions, je trouve ça sympa un temps, mais je trouve que ça a fait son temps aussi. Donc, c'était pas très innovant, j'ai pas spécialement aimé cet aspect-là, les visions. Et après, par contre, je trouve que ce qui rattrape le film, en fait, c'est vraiment les morts, avec la mort de Samantha, et quand elle est dans le salon, avec la tondeuse à gazon. Là, c'est pareil, j'aime bien parce qu'il y a un élément qui est posé dès le début, et en fait, il y a plein de fausses pistes qui vont se mettre en place, et on assiste à une scène qui est plutôt anxiogène, et on se demande du coup ce qui va se passer. On se doute qu'elle va mourir, mais après, tout l'attrait du jeu, c'est de savoir comment ça va arriver. Il y a la mort de Jonathan et de la baignoire en fait qui lui tombe dessus avec le petit vieux qui est en haut là, qui va prendre un bain et tout ça, et puis du coup la personne oublie d'éteindre l'eau, ça coule et puis ça passe à travers le plafond. Bon, c'est un peu gros, mais j'ai trouvé ça plutôt drôle, c'est plutôt l'aspect drôle là qui a retenu mon attention. Et surtout pour moi, la mort la plus impressionnante de ce quatrième volet, c'est la mort de Hunt, qui est directement aspiré par l'espèce de truc dans la piscine, et en fait ça lui inspire ses organes de l'intérieur pour les évacuer à la sortie, quoi. Donc ça c'était quand même une mort hyper marquante, et je trouve que c'est la première fois, enfin c'était une des premières fois où on avait une mort aussi marquante. Donc du coup, pour moi, Destination Finale 4, je trouve qu'il a plutôt vieilli. On sent que ça a été pensé en 3D, parce que moi avant j'avais une télé 3D, j'avais acheté le Blu-ray 3D, et du coup là j'ai plus de télé 3D, donc je le regarde en normal, et on sent en fait que il y avait beaucoup d'effets 3D, ça a beaucoup vieilli visuellement, je trouve, plus que les précédents volets, à mon sens. Donc c'est pour ça qu'il est pas plus haut, parce qu'il a vraiment pris un coup de vieux avec cette histoire de 3D, je trouve. Et puis après, c'est pareil, voilà, la nouvelle règle, je trouve qu'elle apporte pas grand chose, et au niveau des morts, ça reste aussi moyen. Donc voilà, autant Destination Finale 1, on était sur du 12, Destination Finale 2, je pense qu'on mettrait 12,5, et Destination Finale 4, on mettrait du 13, parce que voilà, il y a des morts qui sont un peu plus innovantes, et je trouve que surtout, on cherche à créer une tension, enfin, ça apparaît vraiment dans les morts, quoi. Il y a quand même 3 morts où il y a une tension qui est créée tout le long, et on se demande en fait comment tout ça va se finir. Donc voilà. En deuxième position, nous allons parler de Destination Finale 5, qui date de 2011 et qui lui a été fait par un réalisateur complètement différent. C'est Stephen Quayle avec le fameux drame sur le pont, donc ce pont qui finit par s'écrouler. Je trouve que c'est une scène d'intro qui est très bien réussie. Voilà, elle marche vraiment bien. La nouvelle règle là, c'est qu'on peut s'approprier la durée de vie restante, notamment lorsque Nathan tue accidentellement Roy. C'est-à-dire que, sans faire exprès, en fait, Nathan va tuer son collègue, et il va s'octroyer la durée de vie restante que Roy avait encore à vivre. Sauf que pas de bol, il y a un truc à la fin qui fait que sa durée de vie était plutôt courte, donc Nathan n'a pas bénéficié d'un sursis très long. Je trouve cette règle plutôt intéressante, et je trouve que ça pourrait être intéressant en effet de l'intégrer au nouveau volet, parce que du coup ça questionne aussi le rapport à la vie, à la mort. Est-ce que du coup pour survivre on serait pas prêt à tuer quelqu'un? Je pense que ça peut emmener des questions intéressantes, parce que à mon avis Destination Finale a quand même ce pouvoir là, avec certaines... je trouve que des fois elle touche du doigt des choses qui pourraient être intéressantes par rapport à notre rapport à la mort, à la peur de mourir, etc. Et je pense qu'elle aurait des choses à raconter à ce niveau-là. Mais pour ça, encore faut-il qu'on lui donne des règles et une mythologie qui soient claires, nettes et qui ne changent pas à chaque volet. Donc je trouve que cette règle-là est plutôt intéressante. Et en plus de ça, il y a des morts qui sont vraiment marquantes. Je pense à Olivia et son œil. Voilà, elle vient subir une chirurgie de l'œil dans un endroit, et du coup il y a
un élément tout con qui va causer sa perte. Je trouve cette mort-là vraiment hyper bien. Isaac aussi, avec sa séance de massage et puis ses aiguilles là, je sais plus comment on appelle ça, l'acupuncture, voilà. Donc du coup j'ai trouvé cette séance aussi très très bien. Cette séquence-là, elle est bien filmée, il y a une bonne ambiance, et puis du coup je trouve que le terme ironique, enfin toute l'ironie qu'il y a autour de la situation aussi, parce qu'il entre dans la pièce, il se fout de la gueule de ce qui va le tuer, sans savoir bien sûr que c'est ce qui va causer sa perte, je trouve ça plutôt drôle. Et surtout, pour moi, la meilleure scène peut-être de tous les destinations finales, c'est la mort de Candice, avec cette scène dans le gymnase, il y a vraiment une tension de ouf, il y a plein d'éléments, l'environnement est bien maîtrisé, ils se servent de tout ce qu'ils ont pour créer la tension et pour créer la surprise aussi sur la mort de Candice. Et je trouve que cette scène, elle est très très forte et très impactante. Quand on la voit, on peut pas oublier. Et dans ce volet-là, justement, je trouve que la mort d'Olivia, d'Isaac et de Candice, quand même, elles impriment plutôt bien la rétine. Après, c'est dommage que, comme toujours, les personnages soient pas plus développés que ça et que souvent ils soient un petit peu cons et très limités, quoi. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, je trouve ce volet-là plutôt réussi visuellement. Il est bien fait, il y a des bonnes morts. Les personnages, bon, ça va, on reste sur du classique. Et puis il boucle la boucle, même si clairement ça n'apporte rien du tout. Mais en fait, à la fin du 5, on se retrouve au début du 1. Donc la boucle est bouclée, pour moi la saga elle est finie. Et c'est pour ça que je trouve qu'il serait intéressant de repartir à zéro avec une nouvelle saga. Enfin, bien sûr, donc comme tu peux te le douter, en première position, Destination Finale 3, qui date de 2006 et qui a été réalisé par James Wong. Donc James Wong qui avait réalisé le Destination Finale 1, que j'avais pas trop aimé. Et donc ce fameux drame du manège, franchement, je trouve ça glaçant, parce que moi j'ai une peur bleue du vide, j'ai une peur bleue des manèges à sensations. Donc du coup, pour moi, cette scène, elle est juste horrible, elle est très bien faite. Il y a une nouvelle règle qui est hyper intéressante et que moi je garderai aussi avec la fameuse règle de s'approprier la durée de vie restante du volet 5. Là, la règle dans le tome 3, c'est on peut voir la façon dont on va être tué grâce à des photos. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant à avoir ou à conserver. En tout cas, moi je trouve que ça donne un vrai rythme, ça peut permettre de jouer sur les pistes, etc. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là, beaucoup plus que l'aspect des visions, parce que du coup ça fait rechercher dans l'image, que les visions, en plus je trouve qu'elles n'étaient pas très bien faites dans le volet 4 en fait, où le personnage avait des visions. Là je trouve que le fait d'avoir une photo, ça peut être sympa, et de chercher comment on peut périr, je trouve que c'est intéressant. Le film aussi propose une fin plutôt sympathique, il a une fin marquante avec la scène du métro, les protagonistes qui pensent s'être sauvés en fait, se retrouvent par inadvertance tous dans le métro et vont finir par connaître un triste sort. Je trouve que cette scène est plutôt réussie et voilà, je trouve que ça fait moins expéditif que sur les autres destinations finales. Et puis enfin, il y a aussi quand même pas mal de séances marquantes. Pour moi, je trouve que le Destination Finale 3, il a une excellente intro que d'autres pouvaient avoir. Il a des personnages, je trouve que c'est peut-être celui qui propose des personnages les plus intéressants. Il a une fin beaucoup plus réussie que tous les autres également, même si le 5 on boucle la boucle, mais je trouve que ça n'apporte rien. Là, la fin n'apporte rien non plus, mais je trouve qu'elle conclut au moins le film de manière spectaculaire. La règle est intéressante aussi, et donc du coup il y a les morts marquantes, il y a la mort de Lewis dans la salle de musculation. Voilà, on pense que voilà, il est sauvé avec les sabres qui tombent, mais malheureusement non. Il y a la mort de Erin, je trouve qu'elle est très bien menée parce que la scène dure, il y a une conversation, etc. On voit qu'il y a plein de choses en coulisses qui sont en train de se passer, se préparer, et en fait elle meurt de manière absolument horrible avec le pistolet à clous. Et surtout, la mort, une des morts les plus hard des destinations finales, c'est les morts d'Ashley et Ashlyn durant leur fameuse séance du V. Je trouve ça, pareil, excellemment mené et vraiment horrible à regarder. Donc pour moi, en fait, voilà mon classement des destinations finales. Tu n'as qu'à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je trouve donc, voilà, pour résumer, comme tu as pu comprendre, que Destination Finale, c'est des films popcorn vraiment très sympas à suivre, au même titre que Saw. Le problème, c'est qu'on a des personnages qui sont souvent pas développés. Je pense notamment au personnage de William Bloodworth, le croque-mort, qu'on voit dans le 1, 2, et puis après qui disparaît d'ailleurs, je crois, et qu'on retrouve après dans le 5. C'est dommage que ce personnage-là, justement, ne serve pas à la mythologie, parce qu'il est quand même mystérieux. J'aime beaucoup l'aura de ce personnage, d'ailleurs, qui avait joué dans Candyman, si je ne me trompe pas. Et je trouve que ce serait intéressant que ce soit lui qui porte la mythologie, ou pourquoi pas que ce soit un représentant de la mort, etc. Enfin, ou une personnification, quelqu'un qui travaille pour elle.
je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ce personnage justement pour amplifier le côté mythologie de la saga. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like, commente, partage, etc. Donne-moi ton classement. Voilà, pour moi le 3, après je dirais que c'est un bon 15 sur 20 parce que je trouve qu'il est plutôt bien réussi, pas plus parce que justement après il y a le fait que ça colle pas trop avec les autres destinations finales et que voilà, ça reste un film popcorn. Mais du coup je trouve qu'il est plutôt réussi dans son exécution et c'est peut-être celui aussi dans lequel on s'ennuie le moins entre les scènes de meurtre. Donc on se revoit très très bientôt, je vais préparer, bien sûr pendant mes vacances, je suis en vacances vendredi prochain, je vais préparer la vidéo sur E.T. Cette fois c'est sûr que tu l'auras pendant les vacances, sauf si je suis malade, mais quand même, ça serait con d'enchaîner Covid, bronchite et grippe, plus autre chose. Et après, je pense que je reviendrai avec une vidéo aussi sur un zappage show de la saison 1 de Game of Thrones, parce que je suis en train de tout regarder maintenant que j'ai une vision d'ensemble. J'avais fait une vidéo sur la saison 8 que tu peux retrouver ici. Je veux voir en effet si en regardant tout d'un coup, il y a une cohérence dans l'écriture des personnages. Voilà, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans le 8. Certains m'ont dit mais non, en fait quand tu regardes tout d'un coup, tu peux voir que c'est dessiné. J'ai un gros doute, donc j'ai décidé de tout re-regarder. Donc je pense que je te ferai une vidéo par saison. Donc là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je reviendrai avec la saison 1 de Game of Thrones en critique. Je te souhaite une très bonne fin de week-end et je te dis à très bientôt. Bye!